tant que Français, j'ai pas envie de tomber contre le Maroc, par exemple. Je pense que la CAN au Maroc, c'est la mieux organisée depuis un moment. Les stades il y en a plusieurs qui sont incroyables, dont le stade Prince Moulay Abdellah qui est juste spectaculaire. Enfin, comme je disais en pré-tournoi, on dirait un stade de la Coupe du Monde au Qatar, quoi. Ultra moderne, magnifique, ambiance de malade. Je pense que si je dois grossir le trait, le Maroc dérange entre guillemets et beaucoup de gens voulaient que le Maroc se prenne les pieds dans le tapis. Donc chaque décision arbitrale de leur match a été passée au microscope et on a voulu voir des choses, etc. Je suis Willou, j'ai une chaîne YouTube, on parle de foot, on parle de beaucoup de choses et on est en train de couvrir actuellement la CAN. J'ai commencé à couvrir la CAN en 2022. On a fait une grosse couverture en 2024 avec le parcours de la Côte d'Ivoire. Et là, je dirais que 2026, c'est l'édition la mieux couverte pour l'instant, où on va le plus en profondeur. Pour l'instant, on est en train de vivre le prime de la couverture de la CAN sur la chaîne. Donc sur les 28 derniers jours, mon audience est basée à 51% en France, à 10% au Maroc. Je pense que la grosse CAN du Maroc a fait bien augmenter ce chiffre. À 4% en Algérie, 4% au Sénégal. Et ensuite, le quatrième pays africain, c'est la Côte d'Ivoire à 1%. Donc on est vraiment sur Maroc, Algérie, Sénégal. Honnêtement, dur à dire. Moi, j'ai pas une prise énorme sur comment l'Europe en général réagit à la CAN. Je sais juste que je pense que le gros tournoi des favoris avec des grosses affiches et peut-être des grosses performances de gros joueurs, la présence des 5 derniers ballons d'or africains en demi-finale, Achraf Hakimi du Paris Saint-Germain, le Paris Saint-Germain qui vient de gagner la Ligue des Champions, et lui, sa présence au premier plan dans ce Maroc, qui, là, à l'heure où on s'enregistre, va jouer la finale demain. Brahim Diaz du Real qui arrive au Maroc et qui est pour l'instant le MVP de la compétition. Je pense que ouais, ça a dû titiller l'intérêt européen peut-être encore plus que d'habitude. Je pense que la CAN au Maroc, c'est la mieux organisée depuis un moment et qu'effectivement, on n'a pas d'arbitre qui siffle la fin à la 85e, ce qui est déjà pas mal. Les stades, il y en a plusieurs qui sont incroyables, dont le stade Prince Moulay Abdellah qui est juste spectaculaire. Enfin, comme je disais en pré-tournoi, on dirait un stade de la Coupe du Monde au Qatar, quoi, ultra moderne, magnifique, ambiance de malade, proche du terrain. Et ça, bah, ça aide la réalisation, parce que la réalisation télé, c'est avant tout où est-ce que tu peux placer ta caméra et à quel point le stade est moderne pour permettre une bonne captation du match. Donc ouais, ça a rendu cette CAN un petit peu plus moderne et télévisuellement puissante. Je pense que la météo aussi. La CAN en Côte d'Ivoire, c'était 29 degrés, 85-90% d'humidité, un truc comme ça. Et j'imagine qu'il y avait des cooling breaks et tout. Là, bon, on a une CAN. Le problème limite, c'était la pluie, mais la pluie en foot, à part si elle est diluvienne, ça peut être plutôt pas mal pour le jeu, pour la vitesse. Et niveau météo, c'est parfait. On n'a pas besoin de pause fraîcheur. Donc ça aussi, ça a contribué à rendre le produit plus proche de ce qu'on connaît peut-être en Europe. Ouais, après, je pense le niveau de jeu. À la fin, le problème des compétitions internationales en général, c'est qu'il y a un gros gap entre ce que tu es habitué à consommer sur l'année en foot de club. Bon, quand tu passes de la Ligue des Champions à l'Euro, ça pique forcément parce que juste les sélections nationales, le niveau de jeu absolu est plus bas. Des joueurs qui ne se connaissent pas, tactiquement c'est dur de mettre en place des projets élaborés, etc. Donc en général, les compétitions continentales, ça peut être difficile. Et peut-être a fortiori la CAN sur les éditions précédentes. Donc le passage de l'un à l'autre, ça pouvait être difficile. Mais là, on a eu une CAN où les 8 quarts de finalistes étaient les 8 meilleures nations du continent, où on a eu, comme j'ai dit, en demi-finale, les 5 derniers ballons d'or, où on a Maroc-Sénégal en finale, c'est les deux superpuissances modernes du continent. Le Maroc, quand le classement FIFA sera actualisé lundi, sera 8e du classement FIFA, son meilleur classement de tous les temps. Le Sénégal sera 14e, son meilleur classement FIFA de tous les temps. Donc ouais, on a juste un foot africain qui progresse, tiré par des locomotives qui sont véritablement puissantes. Et j'ai dit, Maroc, Sénégal, ce sera des problèmes à la Coupe du Monde pour n'importe quelle nation qui les affronte. En quart de finale, moi en tant que Français, j'ai pas envie de tomber contre le Maroc par exemple, et son projet de pression,
ça te fait vivre un match compliqué. Le niveau des locomotives est en croissance, et ça, indéniablement, factuellement. Ils ont depuis 10 ans, on va dire, et leurs 3 finales de Cannes depuis 2019, on va dire, ils ont une très très bonne génération, ils ont des joueurs talismans, et peut-être beaucoup de binationaux qui ont été formés en France dans des très bonnes infrastructures. La France, le meilleur pays formateur, mais bon, il y a plein d'autres joueurs qui sont pas sortis du modèle français non plus. Donc pour le Sénégal, je sais pas trop. Pour le Maroc, bon, bah, depuis la mise en place du centre d'entraînement, la nouvelle académie Mohamed VI, les infrastructures, il y a eu un véritable projet en direction de cette CAN, en direction de la Coupe du Monde 2030, pour juste vivre l'âge d'or du foot marocain. On veut le vivre maintenant, et il est en train d'être vécu maintenant. Et après, ouais, c'est vrai qu'il y a des top coachs en Afrique, mais le projet sportif global du Maroc, c'est ça qui l'a porté au firmament, qui sont en train de vivre actuellement. Et après, ouais, c'est vrai, bah, si le MVP du tournoi, à la fin, ça s'avère être Brahim Diaz, ça aurait été aussi une bonne politique de recrutement, les sélections peuvent moins scouter et recruter, mais ça, c'est presque un recrutement de club, et il a été sacrément bien mené et senti. L'arbitrage a plus été au centre des discussions à la dernière CAN, quand un arbitre a sifflé la fin du match à la 85e minute. Sinon, moi, sur la CAN actuellement, j'ai pas vu beaucoup d'erreurs d'arbitrage flagrantes. Je pense que c'est plus, si je dois grossir le trait, le Maroc dérange, entre guillemets, et beaucoup de gens voulaient que le Maroc se prenne les pieds dans le tapis. Donc chaque décision arbitrale de leur match a été passée au microscope, et on a voulu voir des choses, etc. Bon, moi j'ai dit clairement, j'ai posé mes avis sur ces questions. Pour moi, sur la Tanzanie, il n'y a pas du tout penalty. Il suffit juste de vraiment regarder l'action. Tu la passes au ralenti, tu vois vraiment ce qui s'est passé, et tu arrives sans jugement sur cette action. Comme moi, je suis totalement neutre. J'ai pas de biais sur cette action. Je la regarde. Je vois un mec qui stoppe sa course basse pour pouvoir tomber quand il prend la charge dans le dos. Et c'est pas une méga charge non plus. Et il s'arrête, il veut tomber à ce moment-là, c'est la 90e minute, il est en train de faire une course où il sort légèrement de la surface de réparation, il est sur l'angle, c'est pas comme s'il voulait absolument rester sur ses pieds, parce que peut-être il y a un face-à-face au bout. C'est l'occasion pour une équipe qui a eu 2 ou 3 tirs dans le match de peut-être aller chercher quelque chose de fou. Donc pour moi, il n'y a pas pénalty là-dessus. Et après, c'est quoi les autres grosses situations litigieuses? Il y a eu des mains qui n'ont pas été données, mais quand tu regardes, le ballon, il avait rebondi sur la cuisse avant, donc c'était correct. Moi, je trouve même, mon avis sur l'arbitrage, c'est qu'en vrai, j'ai trouvé que l'arbitrage à cette Coupe d'Afrique, c'est un des meilleurs que j'ai vu depuis longtemps, parce que je trouve qu'il a arbitré dans le bon sens, c'est-à-dire que la barre à franchir pour obtenir un penalty, elle devrait être aussi haute. Elle devrait être très haute. Il y a trop de pénaltys qui sont donnés, par exemple dans le foot européen, dans le foot de club, en Ligue des Champions. Il y a trop de pénaltys qui sont donnés. Un penalty, c'est 75% d'un but. 3 fois sur 4, un penalty, ça donne but. Et c'est une faiblesse du game design footballistique, c'est que ces penaltys, ils interviennent trop régulièrement et trop souvent pour des actions où franchement il n'y avait pas grand chose. Il y a trop de penalty dans le foot en général, et j'ai trouvé que sur cette compétition, on est revenu à ce qu'on voyait plus dans les années 2000 et un peu 2010, qu'on a perdu avec l'arrivée de la VAR et début des années 2020, c'est-à-dire le penalty, c'est vraiment exceptionnel. Et donner un penalty, il faut que la barre soit très très haute pour le donner. J'ai apprécié ça dans cette CAN. Historiquement, les compétitions internationales, ils sont trop décidés par des pénaltys, et encore plus les CAN, je trouvais. Sur les dernières CAN, j'ai souvenir de matchs où, grosso modo, c'est penalty, penalty, séance de penalty, c'est comme ça que tu gagnes une CAN. Là, j'ai aimé que la barre soit beaucoup plus haute. Moi, je considère que, depuis mon angle, qui est assurer une couverture du monde du foot qui permet de véritablement comprendre ce qui est en train de se passer dans une saison. Pour moi, la manière dont je perçois mon travail, c'est que la saison démarre, elle démarre avec le mercato estival, tu commences à réfléchir à comment les clubs sont en train de se positionner, poser leurs armes et réfléchir à leur stratégie pour être performants sur 10 mois de compétition. Tout au bout, le printemps, c'est là que ça se décante, c'est là que tu as tous les méga matchs, et c'est là que tu vois, ok, tel club avait raison dans sa stratégie, et puis après, tels joueurs sont portés au mont Olympe du foot en ayant réussi des
prestation qui rentre dans l'histoire. Et comment est-ce que tu transformes un projet en une histoire? Ça, c'est l'histoire du début de saison à la fin de saison. Et bah, la Coupe d'Afrique des Nations, c'est hyper intéressant depuis cet angle de vue-là. Il y a des mythologies qui sont en train d'être bâties là actuellement sur ce mois de janvier. Si tu ne couvres pas ça, tu rates quelque chose forcément. Si, imaginons que tu tombes dans le coma et tu te réveilles un mois plus tard et tu as raté toute la Coupe d'Afrique des Nations, bon, bah, tu as raté par exemple potentiellement la métamorphose absolue du statut de Brahim Diaz. Tu as raté le point d'acmé, l'apogée footballistique d'un pays. Imaginons si le Maroc va au bout, tu as raté ce point d'acmé de leur projet qui dure depuis une décennie maintenant, qui va les porter jusqu'à leur Coupe du Monde. Comment est-ce que tu veux analyser le Maroc à la Coupe du Monde 2026, par exemple, si tu n'as pas vu la CAN et si tu n'as pas saisi ce qu'il y avait à saisir dans cette CAN? C'est pour ça que mon avant-dernière vidéo, il y avait la Maroc-Nigeria en demi-finale, donc j'ai réagi sur le moment. Et après, le lendemain, mon angle, c'était le Maroc va être un problème à la Coupe du Monde, parce que ce que je les vois faire actuellement sur ce tournoi, c'est très intéressant pour ce qui arrive dans 6 mois au Mondial. Donc ouais, il se passe des choses là qui sont pas simplement... c'est pas... On n'est pas en dehors du monde, on est intégré au monde et on est intégré à l'histoire de la saison. Donc même si qui gagne la Coupe d'Afrique, potentiellement ça t'intéresse pas, il y a plein d'histoires et plein de matières à tirer de cette compétition pour mieux saisir la dynamique de la deuxième partie de saison et certainement pour mieux comprendre ce qui va se jouer au Mondial 2026. Bon, moi, depuis le début de la compétition, je vois le Maroc aller au bout. Depuis le début, et même après le match contre la Tanzanie, que beaucoup voyaient comme mauvais pour X, Y, Z raisons, etc., que ce qu'ils réussissaient à produire dans ce match, c'est-à-dire la pression et la qualité technique collective, le jeu placé, le jeu positionnel, même les coups de pied arrêtés, tout le cocktail qu'avait le Maroc, c'était le cocktail de la meilleure équipe du tournoi. Même dans un match que certains considéraient comme raté, etc., juste une victoire 1-0 contre la petite Tanzanie, etc., les ingrédients qui étaient montrés, et les ingrédients qui sont montrés sont les meilleurs depuis le début. Maintenant, c'est une finale, tu joues le Sénégal qui sait jouer des finales, qui sait gagner des finales, et toute l'ossature du Sénégal, littéralement, a déjà une CAN dans son étagère, dans son armoire. Donc, ils sont très forts, ça va être dur de les battre, mais le Maroc peut le faire, et la clé, c'est juste de continuer à miser sur ta force principale. Et la force principale du Maroc, depuis le début du tournoi, c'est la pression. C'est la meilleure sélection de pression du tournoi, et c'est une des meilleures sélections de pression du monde. La première ligne, Abdé, El Kaabi, Saïbari, le travail qu'ils font pour verrouiller, cadenasser, ligoter l'équipe adverse dans leur dernier tiers, c'est impressionnant. Le Maroc a le plus haut total de tirs générés de récupération haute. La deuxième ligne derrière, et on va dire le travail de mon astronaute El Ainaoui est extraordinaire. Et même la dernière ligne, Aguerd, Mazraoui, font un travail de fou qui font qu'on a quasiment pas vu la couleur du maillot de Bounou depuis le début de la compète. Donc défensivement, le Maroc est impressionnant. Ils ont concédé 5 tirs cadrés en 6 matchs. Si ça continue, notamment grâce à la pression, et que tu peux jouer une bonne partie du match juste dans la moitié du terrain d'un Sénégal qui ne réussirait pas à s'en sortir, et ben le Maroc gagnera sa finale de CAN à la maison. Et ce sera aussi simple que ça. Si le Sénégal réussit à se sortir de la pression, pour l'instant, avec leur milieu de terrain, je trouve qu'ils n'ont pas trop réussi à le faire. Contre le Mali, par exemple, qui a bien pressé sur ce match, ils ont été en difficulté. Mais là, il va y avoir une réorganisation avec Lamine Camara, que peut-être dans l'absolu, je trouve qu'Habib Diarra c'est mieux, mais dans ce milieu du Sénégal, je trouve que Lamine Camara, Pape Gueye et Pape Gueye à droite, ça peut permettre de sortir plus de ballons. Si le Sénégal a réussi à sortir de la pression, eh ben, ils se retrouveront dans leur configuration préférée, c'est-à-dire pouvoir attaquer de l'espace avec leurs flèches, avec Mané lancé, avec potentiellement en seconde période Mbaye que tu fais rentrer lancé. Et si on regarde face au Soudan, leur 8e de finale, toutes leurs occasions, tous leurs buts, tout est venu d'actions rapides, de jeux directs. Et ça, tu peux l'avoir si tu sors de la pression. Donc, la résistance à la pression, ou pour le Maroc, réussir véritablement à continuer ce que tu fais de mieux depuis le début du tournoi, presser très fort et éteindre le Sénégal de cette manière. Ouais, ça pour moi, c'est clairement la clé.